Les amis, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Morocar. Aujourd'hui, ça sera pas un tuto méca. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une voiture. On va parler aussi d'une marque. Une marque qui a laissé une trace indélébile dans l'histoire et aussi une trace indélébile dans le monde de l'histoire automobile, puisqu'elle s'est illustrée à de nombreuses reprises. Je vous parle ici d'une marque française. Nous allons parler de cette marque à travers un modèle bien précis aujourd'hui, mais sachez qu'il y aura un épisode plus tard pour vous parler de toute l'histoire du fondateur, de ce qui s'est passé et ce qui a amené à ce que cette marque soit ce qu'elle est aujourd'hui. Exactement. Je suis en train de perdre mon vocabulaire, c'est bizarre. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la marque Citroën. Je vous parle de la marque Citroën à travers le nouveau modèle qui vient de sortir de la Citroën C4. Il s'agit ici d'un modèle en milieu de gamme en boîte automatique qu'on appellera la Citroën C4 Shine, par opposition aux premiers modèles qui sont l'entrée de gamme qu'on appellera les modèles Feel, et bien sûr le sommet de la gamme qu'on appellera les modèles Shine Theo. Theo tout simplement pour la chose suivante, toit ouvrant. C'est la seule différence qui existe entre la Shine et la Shine Theo. Ici, on va vous parler de ce modèle qu'on a choisi, qui sera un Shine. Bien sûr, nous, on n'a rien choisi, c'est la société Diavel qui nous sponsorise et qui nous prête les véhicules pour les vidéos. Destiné à un client qui a plus un métier d'affaires qui est destiné à avoir le véhicule qui va traverser de longues distances et qui va être utilisé de manière intensive. Donc le toit ouvrant n'est pas forcément une bonne idée pour, bien sûr, les fameuses choses qu'on connaît qui sont bien sûr le vieillissement, etc., du caoutchouc, les problèmes d'étanchéité qu'il peut y avoir par la suite. Je vous laisserai voir ce qui se passe bien sûr juste après le générique, vous commencez à prendre l'habitude. N'hésitez pas à nous dire si en fin de vidéo si cet épisode vous plaît, si ça vous plaît pas, vous nous mettez des dislikes, vous nous mettez des commentaires et bien sûr vous me punchez le pouce bleu. Et j'espère que ceci va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous dis à tout à l'heure dans ce qui va suivre. Donc la suite. Voilà, une fois que le générique est fait, bien sûr, on va commencer selon le canevas habituel qu'on a l'habitude d'utiliser, qui est tout d'abord, on va parler du design extérieur. De prime abord, on va parler de l'avant, des côtés et de l'arrière. On va essayer de comprendre d'abord ce qui a motivé ce design, quels sont les changements par rapport à l'ancien modèle, et qu'est-ce qui constitue les lignes caractéristiques de ce fameux design. Design qui, entre parenthèses, ça n'engage que moi, ne m'attaquez pas en commentaire s'il vous plaît. Je trouve cette voiture, comment dire, ignoble. Elle est d'une mocheté à toute épreuve. Ah, ça n'engage que moi. Citroën, c'est une marque que j'ai toujours aimée. Mais là, j'ai l'impression, de vous à moi, hein, vous le dites à personne, hein, notamment eux, vous le dites à personne. J'ai l'impression que le bureau design ont fumé la moquette. Et que ceux qui sont au-dessus, vous savez, les gens qui valident, ils sont arrivés là, les mains dans les poches, tranquillou. Eux aussi, ils avaient sûrement soit en space cake, soit en fumette. Ils se sont dit, ouais, c'est bon, tu peux, ouais, vas-y, commercialise, c'est bon, ça va le faire. Et bien sûr, comme d'habitude, le downsizing, on passe des fameux 2 litres qui équipaient les moteurs de chez Stellantis Peugeot à 1,5 litre, bien sûr, heureusement secondé par une très bonne boîte, on en parlera dans la suite. Donc bien sûr, on entame notre petit canevas habituel et je vous dis, let's go! L'un des aspects les plus intéressants à l'achat d'une voiture neuve, bien évidemment les amis, c'est la livraison. Et quelle livraison? Chez Citroën, on est très bien accueillis, les commerciaux sont très agréables. Et l'environnement est assez sympathique. Je parle bien évidemment de la concession de Heinz Beck, Peugeot Citroën. On est très bien accueillis, les commerciaux sont gentils, et puis ils vous expliquent tout ce qu'il faut savoir. L'un des aspects les plus importants à l'achat d'un véhicule, on est d'accord. Arrive bien sûr enfin l'étape de retirer les plastiques. Quel plaisir. Et qu'est-ce qui nous font chier ces plastiques? Et en fait c'est sympa quand même de pouvoir les enlever, on sent ce côté un peu neuf. D'ailleurs je vais en enlever un ou deux et je vais laisser les autres pour client, comme ça il pourra s'amuser aussi. Après cette petite transition cinématographique que j'aime bien, on va passer à l'essentiel, c'est-à-dire notre fameuse analyse. Et là je vais me faire encore plaisir en vous faisant quelques petites transitions sympathiques afin d'entamer notre petit canevas. Tout d'abord, comme vous avez pris l'habitude maintenant, on va parler de la face avant. Et quelle face avant sur cette voiture? Une face avant particulière. On est d'accord, le bureau design et les ingés de chez Citroën en ce moment ils sont inspiration manga, insectes et tout ce qui vient des aliens. Je sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais là franchement, pour original, c'est stylé, c'est différent, c'est soit on n'aime pas, c'est le genre de design qui est immédiatement clivant. Et bon, Citroën a toujours eu l'habitude. Bon, attardons-nous sur ce petit détail.
D'abord, on voit une face avant très musculeuse, on voit une voiture qui a de la stature, qui impose une stature large, malgré que la voiture ne soit pas très grosse, et que ce soit en l'occurrence une mid-size, une sedan mid-size destinée aux familles peu nombreuses. Tout d'abord, ce qu'on peut constater, c'est ces fameux phares proéminents, bien sûr, avec leurs petites paupières qui viennent s'insérer entre l'aile et le capot. Bien sûr, ces deux éléments, bien sûr luminescents et qui s'activent au moment de s'approcher du véhicule, ne sont ni plus ni moins que les extensions des chevrons. Je trouve ce petit côté de design un peu osé. D'ailleurs, vous le voyez très bien ici à l'écran, les chevrons, dont les branches ne s'arrêtent pas, elles vont jusqu'au bord de la voiture. Pour encadrer bien sûr ce fameux sourcil qui est en dessous du capot et ce fameux phare duquel on reparlera plus en détail vu son côté atypique et assez particulier. Ce design, je ne peux que vous dire que moi personnellement j'aime pas. Après, vous êtes libre d'aimer ou de ne pas aimer, mais l'imposant, ce qu'on peut dire, c'est que c'est original. Vous voyez bien évidemment cette forme de Y ici qui retrace cet encadrement entre le sourcil et l'optique. Ici, on est face à la Citroën LED Light Vision, la nouvelle technologie d'éclairage, qui est la signature lumineuse des toutes nouvelles Citroën. À partir de là, on est bien d'accord, ce sont des éléments, en tant que moi, en tant que technicien et professionnel, ce sont des éléments qui, à mon goût, prenant part sur la calandre, le capot, une partie de l'aile avant gauche et de l'aile avant droite, constituent des éléments extrêmement exposés, et en cas d'impact risquent de sévèrement morfler dans la gueule. Mais bon, c'est soit on n'aime pas, hein, chacun décidera de son propre style. Ces optiques, d'abord, pour les détailler un petit peu, on voit 4 yeux à l'intérieur qui sont insérés et qui donnent un certain cachet à l'optique. En dessous, vous verrez des petits accastillages bien sûr en rouge qui viennent encadrer les anti-brouillards et qui rappelleront certains accastillages sur les portières. Là, on retrouve le design triangulaire destiné à rappeler le design des chevrons et qui va aller descendre tout du long de la calandre jusqu'en bas pour créer cet effet triangulaire, cette face avant un peu musculeuse. On verra aussi également une étude de style et un élément de style sur le capot, comme vous pouvez le constater, ces petites nervures dérivées des voitures de sport, et qui, sans le moindre doute, participent également à la rigidité du dit capot. Je sais pas ce qui m'arrive, je perds mon vocabulaire cet été, mais bon, soyez patients. Je vous reprends les amis en parlant de ces fameux accastillages dont vous allez pouvoir observer la redondance sur le pare-choc et sur la portière. Je pense bien évidemment que ces accastillages rouges ne sont destinés qu'à se colorer la grille, parce que je ne les ai pas vus sur les autres versions avec différentes couleurs. En parlant de ça, maintenant qu'on y est, on va aussi parler des jantes. Vous voyez ce design de jantes à double branche avec petite excroissance qui arrive sur le côté, c'est joli, c'est différent, c'est soit on n'aime pas là encore. Ici, avec cette vue 3/4 avant, on peut bien observer les fameux accastillages desquels je vous parlais, qui viennent s'insérer dans le bas de caisse, et l'arche de roue qui lui aussi est entourée d'une partie en caoutchouc, avec cette ligne de design qui va venir rejoindre une autre ligne de design un peu torturée à mon goût sur la portière, et qui bien sûr est un choix stylistique affirmé de la part de Citroën sur toutes ces nouvelles voitures et toute la nouvelle gamme. Les accastillages de portière et de bas de portière de bas de caisse qui sont un peu plus proéminents afin de protéger la voiture. On verra aussi une ligne de toit fuyante style coupé ou ce qu'on appelle les berlines coupées. Sympathique, hein, on est d'accord, on perd un peu en capacité de chargement mais on gagne un peu en style. Faisons le tour, continuons sur ce tour à l'arrière, on voit aussi cette 3/4 arrière, ce petit élément de design qui va venir rejoindre les optiques qui sont là encore en forme de Y. On verra aussi les accastillages sur le pare-choc et bien sûr cette barre de coffre qui va venir partager la lunette en 2 morceaux, comme les anciennes CRX Del Sol et autres Toyota Prius qui ont ce petit souci. Enfin souci ou choix stylistique, on est d'accord. Il faudra prendre l'habitude. En bas, on remarque un pare-choc enveloppant avec un diffuseur noir laqué qui contient le 3e feu stop, style Formule 1, et bien sûr une ligne d'échappement avec cette sortie toute simple, qui bien sûr est une vraie sortie contrairement aux voitures haut de gamme qui sont maintenant dissimulées. Globalement, une voiture au design relativement sympathique, relativement appréciable, mais clivant, comme je vous dis tout de suite, immédiatement, on décidera immédiatement d'aimer ou de ne pas aimer. Les choix stylistiques quant à eux ont été osés, et bien sûr Citroën nous a toujours habitués à ce genre de choses. Enfin, on remarquera la petite bande chromée qui va venir longer les vitres avant, de l'avant jusqu'à l'arrière, afin de rehausser le style et de créer cette empreinte à la française qu'on aime bien, et cette petite custode comme ça chromée sympathique. On verra aussi les rétroviseurs qui ont ce design en forme d'œil, très joli, très sympathique, et bien intégré. Enfin, ce pare-choc avec ses petits extracteurs factices d'air, qui sont, ma foi, sympathiques, et sur lesquels on peut passer. Enfin, les optiques aussi très exposées à l'arrière, puisque là encore, c'est des pièces qui mordent sur différentes parties de la carrosserie. À savoir aussi que ces optiques sont faites spécifiquement pour répondre aux normes américaines et aux normes européennes. On verra ici le logo en noir laqué, en dessous la petite caméra de recul qui est visiblement très sympathique et très bien placée puisque l'image est très sympa à l'intérieur, je vous montrerai ça ultérieurement. Et bien sûr ces petits renforts de pare-choc qui sont ici en noir satiné, qui font le tour du véhicule, afin de donner ce côté un peu SUV des villes. Maintenant on ouvre ce coffre, on voit bien sûr la capacité de chargement qui est sympathique de 485 litres, un coffre ici divisable en 2 tiers, 1 tiers, et avec un faux plancher
qui est couvert d'une petite plaque qui dissimule une roue de secours galette et les équipements pour pouvoir tracter la voiture. Enfin, on vous le souhaite pas, mais heureusement que ça existe, hein, on est d'accord, sinon vous la laissez en bord de campagne. À l'intérieur de la malle, on voit aussi un rangement pour le triangle de sécurité. On voit une petite ampoule d'éclairage le soir pour pouvoir faciliter les chargements et déchargements. Quelques petites lanières de fixation pour les courses. Et bien sûr, très sobrement, une petite plaque qui arrive juste entre la vitre et le coffre afin de protéger tout ce qui est à l'intérieur. Tout cela étant dit, on attaque l'intérieur. Ici, un intérieur réellement sobre et sympathique avec un design particulier là encore. On verra des contreportes avec beaucoup de matériaux plastiques pas très raffinés. On verra un volant avec un style un peu carré. C'est dans la tendance et dans la mouvance du truc. Ici, vous pouvez constater que les acacillages de portières sont dans un plastique dur qui vieillira relativement bien, qui résistera au coup, mais qui n'est pas très joli d'apparence ni au toucher. Les extracteurs d'air, quant à eux, sont hexagonaux avec un joli design. Un volant, comme je vous l'ai dit, à top et bottom carré. Et l'instrumentation très simple. L'apparition de ces petites lanières de tissu dans un tissu rêche particulier qui viennent décorer la portière avec des inserts chromés. Ici, on remarque aussi les aérateurs en deux parties. Malheureusement, ce petit tableau de bord, je ne comprends pas d'où il vient, rétroéclairé à l'ancienne. Je ne sais pas si c'est une volonté ou une contrainte technique. À comparer bien évidemment à l'infodivertissement qui lui fait à mon humble regard plus de 13 pouces, je pense. Donc oui, contraste. Je pense que c'est la nouvelle tendance due à la rareté des composants. Ici, un double avantage, deux boîtes à gants, une glissante qui arrive un peu au milieu, qui est destinée à une tablette, c'est une option. Et bien sûr, la boîte à gants classique qui est au même endroit que toutes les autres voitures, mais qui a la capacité de se rabattre un peu plus lentement, qui fait un peu plus caché, plus stylé, un peu plus propre, on va dire. On revient ici sur cette version avec des boutons de climatisation qui sont à la fois touch et molette, avec une finition guillochée sur les côtés, très jolie, du plus bel effet. En général, c'est des choses qu'on voit apparaître sur les DS. Là encore, une voiture intelligente avec des rangements nombreux, puisqu'on voit deux rangements superposés dans la console centrale, un en haut et un en bas. Et bien sûr, relativement profond pour accueillir tout ce qu'il faut. On verra aussi l'apparition de deux prises USB de chaque côté afin que tout le monde puisse charger tranquillement. Et enfin, une prise 12 volts, qui peut aussi servir bien évidemment à charger un troisième élément. Globalement, une voiture correcte et avec tout ce qu'il y a dedans nécessaire pour pouvoir s'en servir. Ici, une levier de vitesse dérivé là encore de chez DS, encore dans un matériau aluminium guilloché, frein à main électrique. Et bien sûr le vide-poche avec un rideau rétractable très sympathique avec un plastique bien sûr encore une fois très sobre, quasi indestructible. On verra aussi les boutons qui déterminent quel est le rapport de vitesse engagé. Et bien sûr cette boîte à gants centrale ou si vous voulez un vide-poche central qui est relativement profond avec un système de glissière qui vous permet de l'adapter pour poser votre coude confortablement. Là encore, bouton Star, hein, on est d'accord, véhicule équipé de Start and Stop, une option dont j'ai horreur, mais là aussi vous le constatez, vous l'enlevez si vous voulez. Ce petit tableau de bord rétro-éclairé à l'ancienne comme les vieilles télé LCD, là je comprends pas, et en plus très peu d'informations dessus, je ne sais pas. La version bien sûr qui elle a le head-up display, elle aussi c'est les mêmes infos, ça change pas. Je vois pas l'utilité d'un tableau de bord, surtout dans cette période où maintenant toutes les voitures et toutes les grandes marques font des grosses dalles pour pouvoir faire profiter le conducteur de la majorité des éléments. Je ne sais pas si c'est une envie de sobriété ou une envie de laisser le conducteur se concentrer, mais franchement, tableau de bord nullissime. Moi, personnellement, j'aime. Parlons de cet infodivertissement, bien sûr, avec des boutons à la fois physiques et des boutons tactiles. Relativement efficace, hein, relativement rapide, captif et réceptif. Néanmoins, on sent bien que là, on n'est pas sur des infodivertissements de voitures allemandes. Hein. Vous voyez cette milliseconde de retard entre le moment de toucher et le moment de réagir de l'écran. Bien sûr, les 4 vitres électriques des deux côtés avec des options push and go qui facilitent au moment où, vu qu'on vit dans un pays chaud, envie de descendre les vitres afin d'aérer la voiture. Les aérateurs de clim centraux sont très bien encastrés, très bien insérés. Et bien sûr, on pourra avoir une répétition de l'utilisation des boutons de la clim en infodivertissement digital, ce qui est relativement sympathique, hein, je dis. Voiture correcte, avec un environnement correct et une finition relativement solide. Là encore, on revoit Citroën aller chercher les préceptes et les codes de son historique. Même si, personnellement, je suis plus fan de Citroën d'antan que Citroën de maintenant. Mais bon, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez vous-même de votre côté. Ayant grandi dans une époque pas très vieille, où j'ai vu quand même évoluer encore des Citroën DS et autres Citroën Palace qui avaient quand même un certain standing. Même la BX qui était déjà pas mal. D'ailleurs, forte inspiration de la BX à ce niveau-là sur la C4. Mais bon, il faut bien évoluer avec son temps, comme on dit. Voilà, tout ça étant dit, passons maintenant à l'essentiel qui permet à cette voiture de se mouvoir. Parlons un peu de ce moteur. Ce moteur, attendez, on a un petit dérangement là, on a l'intervention des chefs de production et du maître caméraman. Ouais. Ici vous voyez l'image Floki et son pote Viking, effectivement.
et 2 chats du quartier qui sont mon escorte personnelle quand je fais mes petites tournées. C'est un téléphone mon chat, c'est un téléphone, il n'y a rien à manger. Ils sont complètement cons ces chats, ils sont pires que moi. Complètement barges. Bon, je disais donc, nous sommes ici face à un moteur, cette fois-ci 1,5 litre, malheureusement c'est la théorie du downsizing qui prime en ce moment. Donc 1,5 litre, pratiquement 130 chevaux, on va dire plutôt 130 au vilebrequin, c'est-à-dire au moins 105 à la roue. C'est déjà correct, une présentation relativement sobre, pas très classe, pas très... cherche pas à être hyper joli ni hyper propre, hein, c'est vraiment simpliste. Ici on voit un petit turbo qui vient seconder le moteur de chez Garrett, qui est installé dans une position avant afin de profiter de l'air frais, une petite admission en plastique, tout ce qui est plus simple, et bien sûr aucun accastillage pour rendre ça joli. On n'est pas ici sur des voitures de très haut de gamme, on est des voitures qui sont là pour répondre à un besoin sympathique. Encore toi, qu'est-ce que tu veux? Je t'ai déjà dit que c'était un téléphone, y a rien à manger. Ils sont barges ces chats. Ça y est, vous avez fini? On peut travailler tranquille là? C'est bon? Ah bah voilà, enfin. Donc je vous disais, présentation relativement sobre, kitsch, un moteur qui équipe différentes voitures de la marque Citroën et du groupe Peugeot Citroën pour ensuite équiper plein de voitures du groupe Stellantis. Là on verra la barre de rétention du capot qui bien sûr est encore manuelle, hein, très mauvais goût. Mais bon, pour économiser c'est comme ça. Je vous le disais donc ici, un moteur 130 chevaux déclaré, secondé par ici par contre par une très bonne boîte, hein, ce qui change par rapport aux autres boîtes du groupe Stellantis et qui équipent d'autres voitures du groupe. Ici c'est une boîte EAT8 qui est la boîte qui équipe sa voiture jumelle qui est la Peugeot 2008. Et là on est sur une très bonne boîte de très bonne qualité, extrêmement répondante, intelligente et qui permet de bien seconder ce moteur qui est un peu faiblard. Globalement une très bonne combinaison et qui permet de faire des économies substantielles aux constructeurs. Ici on verra ce que ça donne dans quelques années, je vous ferai peut-être un feedback de l'état de fonctionnement du véhicule après, mais globalement un moteur qui vient d'arriver sur le marché, qui n'a pas encore été éprouvé et qui promet quand même de belles promesses, on verra si ça pourra durer dans le temps. Moi je pense qu'à partir du moment qu'il n'est pas trop malmené et qu'il est bien entretenu, ça pourra tenir. Ça sera jamais les 2 litres d'antan de l'époque de Peugeot avec les 308 2 litres etc. Mais bon, il faudra se faire une raison, hein. Faudra maintenant on essaye d'économiser et de polluer le moins possible. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour de ce moteur, eh ben oui, là la suite logique c'est quoi? C'est d'aller le tester. Et pour le tester, il faut conduire la bagnole. C'est ce que je vous propose de faire avec moi tout de suite dans les parties qui va suivre. Et je vous dis donc à toutes dans la conduite. Où il faut s'amuser avec ce petit sélecteur de vitesse en aluminium guilloché. Et en passant, on va remarquer comment ces petits éclairages d'indicateurs de boîte à vitesse et de rapport engagé marchent super bien. On voit bien cette capacité à réagir ultra rapidement juste à côté du bouton des drive mode. Et en plus, il faudra aussi se défaire du bouton de frein parking, qui lui fonctionne de 2 manières différentes, soit par poussoir, c'est-à-dire qu'on le pousse et on le retracte pour le remettre en place, soit tout simplement en mettant la ceinture et en mettant la boîte à vitesse sur position D. Il suffira donc de lever le pied sur le frein ou de mettre un coup d'accélérateur pour voir la voiture se désimmobiliser. Désimmobiliser, je ne sais pas si c'est un terme qui existe, en tout cas, se désimmobiliser afin de pouvoir entamer notre petit tour et notre petit ride pour voir cette voiture comment elle est. Donc globalement, c'est une procédure relativement facile. On se lance et il suffira, comme je vous l'ai dit, d'actionner l'accélérateur pour voir le frein à main se désengager. Maintenant, on est fixé sur ce volant avec ces fameuses mensurations et ce design particulier. Et on va se lancer sur cette petite route qui nous amènera vers la route nationale de Heinsbach, la route côtière, pour nous ramener en ville, afin de procéder à la livraison de ce véhicule. Là, vous remarquez bien sûr que la direction est relativement précise. Quelques coups de volant montrent que la direction suit parfaitement le véhicule. Avec un petit peu de lag, on est d'accord, c'est pas une voiture, comme je vous l'ai expliqué, qui a des velléités sportives. En parallèle, on fera bien sûr en cours de ce roulage un petit test dynamique de l'infodivertissement et on remarquera également les petites palettes au volant bien disposées juste derrière le volant qui sont assez discrètes. Ici, une direction relativement confortable, relativement aisée et qui peut se manier du bout des doigts, étant donné que Citroën a toujours eu pour objectif de créer des voitures ultra confortables et faciles à utiliser. Bien sûr, en ce qui concerne ce volant, les équipements et les boutons qui y sont greffés sont parfaitement lisibles et parfaitement clairs, disposés de manière ergonomique. On verra aussi une voiture qui se comporte relativement bien même à bas régime, puisqu'elle est très bien secondée par ce petit turbo duquel je vous avais parlé précédemment, et on voit bien que les montées en régime sont relativement bonnes, confortables et qui permettent de s'extraire de la circulation relativement bien. Bien sûr tout en restant en dessous des limites de la vitesse préconisée et autorisée par la maréchaussée, on est bien d'accord. On verra aussi sur ce microscopique tableau de bord, bien sûr je me répète mais ça me gêne, on verra apparaître bien sûr les indicateurs de direction, l'indicateur de rapport engagé, l'indicateur de vitesse et aussi les différents petits indicateurs de manière digitale, un peu la style futuriste des années 80. Bon, c'est des goûts et des couleurs. Le palier central quant à lui du volant est assez large, ça donne un style qui rappelle les anciennes Citroën d'antan qui avaient une seule branche déportée sur la droite, qui est assez sympathique et innovante pour l'époque. Globalement cette voiture dotée d'un confort particulier avec des amortisseurs un peu plus travaillés que chez Peugeot,
Pas forcément travailler pour la performance, mais travailler plutôt pour le confort. Donc avec des butées en caoutchouc qui sont censées agir en fin de butée, en fin de course de l'amortisseur pour fournir une conduite relativement agréable. Ici, une petite accélération, on voit bien que la voiture répond très bien. Un peu creuse en dessous de 2000 tours minute, et bien sûr je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de tours minute, on est d'accord. Un peu creuse, et puis au-delà de 3500 on commence à sentir relativement une petite poussée. C'est le turbo qui se met en marche et qui commence à souffler relativement fort puisqu'on est à 1 bar 2 sur cette motorisation. Bien sûr avec des composants internes destinés à ne pas aller beaucoup plus loin en termes de pression barométrique des turbos, sinon ça posera problème. Que vous dire, globalement une voiture avec un intérieur confortable, on se sent bien maintenu avec les ceintures de sécurité enveloppantes, avec ces coussins en bimatière. Globalement des sièges agréables pour faire du trajet. Bien sûr on notera que comme d'habitude sur les voitures de catégorie moyenne, il est toujours judicieux de faire un peu des pauses, étant donné que les matériaux sont un peu durs à la longue. Mais globalement une voiture relativement confortable qui répondra parfaitement à la demande de ses consommateurs et consommatrices et qui sera une voiture idéale pour les trajets bureau, maison, les trajets de course, les trajets interurbains, les trajets petits voyages en famille, parfaitement idéal avec une consommation totalement mesurée et modérée. Globalement, je dirais que sur ce plan-là, je donnerais à cette voiture une note qui est une note de logique, qui est une note de pratiquement 7,5 sur 10, et puis la note de cœur qui, elle, bon, note de cœur fortement influencée par le design, et par mon opinion personnelle, elle ne dépassera pas les 5,5. Globalement, je pense qu'une voiture qui va très bien vieillir. Comme je vous l'ai dit ici, nous sommes sur la version Citroën C4 Shine, par opposition au Fil et au Shine TO. Bien sûr, il y aura son équivalent, le C4X, qui lui est destiné à des familles un peu plus nombreuses ou avec des velléités un peu plus baroudeuses. Bien sûr, ici, nous sommes sur un véhicule qui fait normalement en prix de vente publique, ce qu'on appelle le PVP, nous les techniciens et les spécialistes du domaine, qui est aux alentours de 200, 259, 510 si je ne me trompe pas. Je vous mettrai ça bien sûr en surbrillant sur l'écran. Et évidemment, le clé en main qui, lui, prend en considération les différentes taxes, les frais de mise en circulation, la peinture métallisée et les éléments qui vont bien sûr arriver en dernier lieu de facturation. Pour arriver à un grand total de 269 510. Qui est bon, relativement correct, hein, on est d'accord, Citroën est encore l'une des rares marques à avoir des voitures plus ou moins abordables. Chez Peugeot, ça devient de plus en plus difficile d'être dans ces prix-là. Voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu avec les détails qui y sont affiliés, j'espère que tout ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas, vous connaissez la rengaine, hein, like, partage, commentaire, même les mauvais on le prend. Et puis n'hésitez pas à nous encourager, partager, si ce qu'on fait vous plaît, mentionnez-le, dites-le nous, comme ça vous nous encouragez à faire encore plus et encore mieux. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, portez-vous bien, là où vous êtes sur la planète, je vous embrasse et je vous dis comme d'habitude, tchuss, vous étiez sur Morocars avec Mehdi.